Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et ce soir, ce lundi 6 mai 2024, nous recevons Franck, Roman et également Michael parmi nous pour ce 19e finalement épisode de la saison 5 de Tout et de Rien. Bienvenue tous les trois parmi nous. Je ne peux m'empêcher de vous applaudir. Voilà. Toujours vraiment genre une maîtrise de un truc incroyable. Et surtout, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on a Roman parmi nous. Et Roman, t'étais là pour le premier épisode de la saison 5 qui a été publié au jour du même. Et oui, mesdames et messieurs, au jour du même. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce premier épisode, je parlais de Manchot. Et c'est une sorte de fil rouge qui va suivre tout le long de la saison, et ça y est, on arrive au bout du fil, et c'est pour ça que c'est chouette que Roman soit là, parce que t'as été au début, et tu seras là également à la fin. Oh bon, c'est Eh oui, mignon. t'as vu ça. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que qu'on parle d'un manchot qui n'existe plus. Oh. Eh oui. Mais de qui s'agit-il, Marc ? Eh bien, j'aimerais vous parler aujourd'hui du manchot Waitaa. J'en avais un peu parlé sur la chronique générale justement de l'épisode 1, mais autant en parler ici plus en profondeur. Le Megadipt Waitaa est une espèce de manchot éteinte depuis 1350. Ça fait un petit bout de temps. Mais qui est donc responsable de sa disparition ? Alors, tic-tac, à votre avis ? Les humains. Les humains. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que... T'es sûr ? En même temps, c'était aussi un peu le fil rouge de ces différentes chroniques. À peine. En gros, avant l'arrivée des premiers colons et en l'absence de mammifères terrestres, les oiseaux sont le groupe animal qui règne en maître sur les territoires de la Nouvelle-Zélande. Car oui, nous allons parler ici de la Nouvelle-Zélande. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, il y a même un espèce d'énorme aigle prédateur qui est vraiment tout en haut. Les choses changent de façon dramatique à partir du XIIIe siècle, avec l'arrivée des premiers humains sur les îles de Nouvelle-Zélande. Les phoques, les lions de mer et surtout les oiseaux géants sont généralement consommés par les nouveaux arrivants bipèdes. Et quand je dis généralement, je devrais même dire généreusement. En fait, ils en mangent tout le temps. Et en moins de 2 siècles, 40% de l'avifaune disparaît. Un temps record d'après les scientifiques. Sur la liste des victimes, on a les 9 espèces connues de moas. Il faut dire que c'était des oiseaux inaptes au vol, dont l'apparence rappelle pas mal celle des émeus en Australie. Ils pesaient jusqu'à 250 kg chacun. Les rats, transportés dans les embarcations, se régalent quant à eux de volatiles plus petits. Et bien sûr, qui est gras et lent sur la Terre ? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Les dodos. Les dodos, ouais, mais pardon. pas le bon endroit. Mince, c'est pas au Galapagos. Flûte. Ah, Alors attention, le dodo, c'est dans les îles Maurice, puisqu'au Galapagos, Oui, pardon. il y a des manchots, justement. Et également C'est vrai. dans les îles de Nouvelle-Zélande. Donc oui, c'est le manchot, bien sûr, qui est gras et lent. Chassé à outrance à partir du XIIIe siècle, le Megadipt Waitaa, je sais même pas si je le prononce correctement, il fut complètement exterminé en un temps record, puisque le fossile le plus récent qu'on retrouve est daté au C14 et il a été daté de 1350 comme je vous le disais. Seulement 20 ans plus tard, un autre manchot arrive, Megadipt antipode, qui était déjà un petit peu présent, mais sous la dominance de cette espèce néo-zélandaise, il va par la suite prendre ses aises sur le littoral. Et à l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle, ce nouveau manchot a totalement investi la côte sud-est sur l'île du Sud, l'une des 2 îles principale du pays. Cette espèce de transition que je vous présente ici représente l'un des événements de remplacement de la faune les plus rapides jamais documentés et apparaît lié à des transitions humaines démographiques et culturelles au cours du XVe siècle. Ces résultats montrent aussi que les forces anthropiques peuvent déclencher de rapides changements biogéographiques. Alors, plusieurs questions vont donc arriver. Pourquoi les nouveaux occupants ne subissent-ils pas le même sort que les manchots autochtones ? Eh bien, au fil du temps, la pénurie des grandes proies terrestres provoque le départ des humains. Vers 1500, les insulaires abandonnent le tiers de l'île du Sud et optent en outre pour un régime alimentaire plutôt à base de poissons et de crustacés. Le nord est également plus propice à la culture des patates douces, une chance du coup pour ce nouvel arrivant, Megadipt antipode, que l'on appelle également le manchot
à œil jaune. Et en fait, c'était un piège aujourd'hui, car je vous propose de parler du manchot le plus chanceux de Nouvelle-Zélande, le manchot à œil jaune. Le manchot à œil jaune, en maori, il se dit Ootavora, ou alors son nom latin Megadipt antipode, est le manchot le plus reclus. Il vit dans les forêts de la côte et dans une dense végétation plutôt que dans de larges colonies. Et ils sont très solitaires et ne se retrouvent que pour s'accoupler. Ils sont entre autres d'ailleurs monogames. La première observation de ce manchot par des occidentaux bien évidemment date de mars 1840. 2 expéditions, une américaine et l'autre française, par d'ailleurs l'amiral Dupont d'Urville, que vous connaissez sûrement, visitèrent les îles Auckland et collectèrent des spécimens de manchots à œil jaune. L'expédition britannique de Sir James Clark Ross, un officier de la Royal Navy et un explorateur polaire et naturaliste britannique, d'ailleurs, je me permets un aparté, il a exploré l'Arctique avec son oncle John Ross, avec William Edward Parry, avant de conduire sa propre expédition en Antarctique. Enfin bref, je m'égare. Il obtint, ce fameux Sir James Clark Ross, des spécimens sur les îles Auckland et Campbell en décembre 1840. En 1941, donc un an plus tard, cette expédition prit un spécimen sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Avançons encore un petit peu. En 1885, cette espèce fut découverte sur la péninsule Otago, donc encore une fois sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Sur ce site, un ornithologue néo-zélandais du nom de Richdale étudia attentivement cette espèce pendant près de 18 ans. Voyons voir à présent ce que lui et les autres qui l'étudièrent par la suite ont pu trouver. Le manchot à œil jaune, à votre avis, il a les yeux de quelle couleur ? Bleu. Ah, bleu, bien évidemment. Non, il a les yeux jaunes, voilà. Il a les yeux jaunes, une bande de plumes jaunes pâles sur la partie supérieure de sa tête. Il a le dos noir, le ventre blanc avec une partie grise ardoise. La partie supérieure de la tête est jaune pâle avec des bandes noires également. On dit qu'il a un cri plus musical que les autres espèces de manchots. Les jeunes ont des yeux plus gris et non pas de bandes jaunes. Il a une taille qui est entre 65 et 78 cm, un poids de 3,7 à 8,5 kg, un bec de 5,5 cm, des ailes de 21 cm. À ce niveau-là, il ressemble à beaucoup d'autres espèces de manchots. Cet oiseau est présent tout le long de l'année sur leur territoire de nidification. Les nids sont construits dans la végétation dense à partir de l'herbe tussock, donc des sortes de graminées. Le mâle et la femelle participent ensemble à la construction du nid. Chaque couple de cette espèce est solitaire. Le nid est isolé et construit à l'abri du regard des autres couples. En fait, si 2 couples venaient à être visibles l'un de l'autre, la saison de reproduction serait sans résultat pour les 2 couples en question. C'est un animal qui est vraiment très très solitaire, en comparaison des 17 autres espèces de manchots qu'on a vues pendant toute cette année, qui à chaque fois vivent dans de très larges colonies. Par contre, là où c'est comme les autres, 2 œufs sont pondus dans le nid entre septembre et octobre. Les 2 parents couvent pendant une durée de 39 à 51 jours. Et pour 60% des couples, les 2 poussins vont survivre. Ce qui est un fait qui est assez rare, puisque la plupart du temps, quand il y a 2 œufs, il n'y en a qu'un seul qui survit pour les autres, bien sûr, espèces de manchots. Il faut compter entre 2 et 3 ans pour arriver à la maturité, une fois que les bébés sont nés. Les femelles sont plus précoces que les mâles, et il n'est pas rare qu'elles soient élevées à la fin, en couple à la fin avec un mâle plus âgé. Il vit exclusivement dans la partie sud de la Nouvelle-Zélande, où ils se nourrissent de petits poissons, de morues rouges et de calmars. Les manchots antipodes se nourrissent sur le plateau continental entre 2 et 25 km au large des côtes, plongeant jusqu'à environ 40 mètres de profondeur en moyenne pour chasser. Mais ils peuvent descendre dans certains cas à plus de 100 mètres. Alors bien sûr, le prédateur est aussi une proie puisqu'ils sont chassés par les barracudas et par les otaries. Donc aujourd'hui, en 2024, le manchot à œil jaune, on le trouve sur les îles Auckland, les îles Campbell, les îles Stewart, avec une population d'environ 200 couples par période de reproduction, et comme je vous le disais, bien évidemment, en Nouvelle-Zélande, donc principalement l'île sud, côte sud-est, dont les îles Caitling et la péninsule Otago. Aujourd'hui, la population est estimée entre 4000 et 7000 couples, et elle a diminué de 40% sur les 40 dernières années, faisant donc du manchot antipode une espèce menacée. Les raisons sont les suivantes. La première, introduction d'animaux prédateurs comme l'oiseau weka, des mammifères tels que les chiens, les chats, les furies et les hermines, la destruction des forêts où nidifient ce manchot. Il est alors obligé de nidifier dans des endroits non protégés. Récemment, des mesures sérieuses ont été prises pour protéger justement l'environnement de ce manchot. La protection et la restauration de l'habitat, y compris le contrôle des prédateurs, sont gérés par le Department of Conservation, ou DOC, mais également le Yellow-Eyed Penguin Trust, ainsi que par des propriétaires fonciers privés. Il existe une présence touristique saisonnière réglementée dans les zones de nidification des manchots antipodes sur l'île Enderby,
dans le groupe des îles Auckland avec une signalisation adaptée, ainsi qu'un tourisme naturaliste commercial sur des terres privées et dans des réserves administrées par le DOC, on rappelle Department of Conservation. Sous l'autorité de ce fameux DOC, les centres de réadaptation financés par le privé servent de point de collecte pour les manchots malades, blessés ou orphelins. Ils agissent également en tant que centre de soins et de suivi pour la gestion d'épisodies périodiques. Et voilà un petit peu pour ce qui est du manchot antipode, également appelé manchot à œil jaune. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que le manchot à œil jaune, c'est le dernier représentant du genre Megadipt. Parce que oui, au cours de cette petite aventure finalement qu'on a vécue tous ensemble au sein de cette saison, on a vu différentes sous-espèces de ce qu'on appelle généralement les manchots. D'ailleurs, je devrais plutôt dire différentes espèces de ce que nous on appelle des manchots. Et le Megadipt est le dernier représentant de son genre. Megadipt antipode. Et c'est ainsi que s'achèvent ces très longues chroniques sur un petit animal finalement assez méconnu et dont on oublie parfois les noms réels. J'espère que ça vous aura plu, chères auditrices et chers auditeurs, de suivre en ma compagnie, en compagnie de nos très chers chroniqueurs habituels, ces différentes histoires. Waouh. Il a timé celle-ci. Ça fait depuis 5 minutes qu'il est à côté du... Comme ça, j'attends pour le faire. Non, parce que vraiment, tu nous as amené à travers le globe entier. C'est vrai. Pour découvrir ces représentants avis. Et merci pour ça, parce qu'on a découvert plein de trucs, notamment que l'être humain est une créature formidable, mais qu'il y a plein d'oiseaux qui le sont aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Mika, pour ton commentaire. Avec plaisir. Dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est que nous sommes le 6 mai 2024, et je crois que Franck, tu voulais nous dire 2-3 petits trucs sur des choses qui ont pu se passer un 6 mai, à des moments dans l'histoire de l'humanité. Disons que pour avoir rapidement cherché quelque chose à raconter pour la chronique, je me suis rendu compte qu'il s'était passé beaucoup de choses un 6 mai dans l'histoire, et du coup j'ai essayé de faire une espèce de petite liste, on va dire, de ce qui me paraissait les événements les plus marquants, ou en tout cas les choses peut-être les plus qui parleront le plus aux auditeurs et aux auditrices. Je vous invite à aller consulter la page Wikipédia du 6 mai, parce que oui, vous pouvez chercher sur Wikipédia jour par jour quasiment. Il y a une page dédiée qui alors elles sont pas toujours évidemment fiables, et il faut un petit peu creuser de temps en temps, parce que les dates sont pas toujours nickel, mais bon, ça permet de trouver des éléments un peu intéressants sur lesquels on peut s'arrêter 2 minutes en fonction des différents intérêts. C'est vrai. Déjà, je vous propose de commencer par les naissances. un 6 mai. Alors, un personnage qui est peut-être pas connu en France, qui est très important en revanche pour les Balkans, et notamment pour l'Albanie, c'est la naissance de Skanderberg en 1444. Un personnage donc très très important pour l'histoire de l'Albanie. Okay. Qui est un peu considéré par certains comme le père de l'Albanie en termes d'État un peu pas indépendant, parce qu'on est ils vont vite se prendre les Ottomans en travers du museau, mais en tout cas c'est l'un des personnages les plus importants pour le pays et pour une partie de la région au XVe siècle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y pencher, il est né un 6 mai. Un personnage qui est beaucoup plus connu en France, qui est né un 6 mai 1758. Tiens, on peut faire un petit test si vous voulez. 1758, un 6 mai, il est né à Arras. Il est mort guillotiné un 28 juillet 1794. Louis Croivet-Bâton. Ce n'est pas Louis Croivet-Bâton. Moi, je vais tricher, je l'ai sous les yeux. Je vais laisser les autres. Parce que je regardais la page. Pardon, excusez-moi. Attends, tu peux répéter la date de sa mort? La salade. Le 28 juillet 1794. Il est élu député au tiers-état aux États généraux de 1789. Il est contre l'esclavage, contre la peine de mort. Il est favorable au droit de vote des gens de couleur, des juifs, des comédiens, au suffrage universel masculin, à l'égalité des droits et contre le suffrage censitaire. Il est surnommé l'incorruptible. Roro.
Roro. Roro. C'est Roro. C'est Roro. C'est C'est Roro. Roro. C'est C'est Roro. Roro, C'est c'est Roro. Robespierre. C'est Roro. C'est Rorob. C'est Alors, Robespierre. C'est Maxou. alors voilà, Robespierre né ainsi, mais du coup, question polémique, qu'est-ce que vous pensez de Robespierre? Hot take sur Robespierre et plutôt pour, plutôt contre Robespierre. Vous avez 2 heures. Hein. Je connais pas assez la période de la Révolution pour savoir. Je sais qu'il a une sale réputation. Le problème, c'est que l'histoire étant écrite par ceux qui gagnent et pas ceux qui finissent guillotinés, c'est toujours parfois un peu compliqué de déceler le vrai du faux. Donc moi, je saurais pas trop quoi dire. Là, t'as cité des idéaux politiques qui sont très intéressants. Donc j'aurais envie de dire que ça a plutôt l'air chouette, mais après, comment est-ce que c'était mis en application? C'est quand même lui qui est à l'origine de la terreur. Donc est-ce qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs? Je sais pas. C'est un peu la question qui va avec le personnage, c'est que paradoxalement il a très longtemps milité contre la peine de mort, en tant qu'avocat il s'est même battu pour défendre des condamnés à mort, donc c'est paradoxal qu'ensuite il envoie beaucoup de gens à la guillotine. Après peut-être une des choses dans ces cas-là pour nos auditeurs sur lesquelles il est important de s'intéresser, c'est que contrairement à ce que l'image un peu simplifiée de la Révolution a tendance à montrer, Robespierre ce n'est pas la seule personne au pouvoir. On a tendance, surtout avec la 5ème République présidentialiste, à imaginer qu'il y a un chef qui donne des ordres. Sous la Révolution française, c'est pas du tout le cas. Plein de comités différents, avec parfois des autorités qui se superposent les unes les autres, sans vraiment savoir qui est le réel commanditaire. Et Robespierre, même si c'est l'un des plus marquants parce que c'est l'un des orateurs, des rhétoriciens les plus forts de l'Assemblée, ça n'est que l'un des, je ne sais plus, 10 ou 12 membres du comité de salut public, et ils votent tous à égalité. Principe révolutionnaire oblige. Donc en règle générale, on a tendance, surtout qu'en plus, quand il a été guillotiné, ses adversaires politiques et les personnes qu'il avait préalablement, menacé de guillotiner, lui ont fait passer beaucoup de choses sur le dos. Parce que les morts, ça se défend pas. C'est ça. Et c'est pratique. C'est pratique. Une autre personne qui est née ainsi, mais c'est ce bon vieux. Alors, on peut tenter de refaire. Je regarde un pas texte. alors. On peut tenter de refaire un théâtre. Je suis un souverain de la fin du 19e et du début du 20e siècle. J'ai participé à une grande alliance politique et militaire qui a déclenché l'un des conflits les plus meurtriers au monde. C'est Guillaume? Ce n'est pas Guillaume. Il a le titre d'empereur en revanche, mais également de roi et de grand-duc. C'est François Ferdinand? Non, François Ferdinand. Non, il est pas c'est empereur. son dada, c'est son papa, quoi. C'est merde. Attends, Non, je sais ça plus. n'est pas son Je sais plus papa. qui c'est. De toute façon, on va vite errer. Le problème, c'est que j'essaie de trouver un truc qui ne soit pas, qui ne trahisse pas. Il est mort de plusieurs balles dans le corps, pas fusillé, mais de plusieurs balles dans le corps. Ah, mais c'est Rasputin. Non, c'est pas Ça Rasputin. aurait pu. il est pas empereur. Ah oui, non, pardon, t'as Rasputin. dit empereur, excuse-moi. Non. Excuse-moi. Attends. Mais ça a bien un rapport avec Rasputin, Mais- puisque c'est effectivement l'employeur Ah, de mais c'est Rasputin. putain. Ah ben Nicolas c'est II. Nicolas II. Nicolas II de Russie, donc dernier tsar de Russie. Il est mort. Mais il s'est fait mais, assassiner du coup, parce qu'il dit qu'il s'est fait tirer de plusieurs balles dessus sans être fusillé, donc c'est un. Oui. Ok. En fait, quand la guerre civile russe se déclenche, au départ, il est d'abord en résidence surveillée. Les soviétiques les bolcheviks vont le déplacer. Alors, je me rappelle plus où est l'endroit. C'est à proximité de l'Oural, des montagnes de l'Oural. Et alors, on sait pas trop si c'est la peur d'une grande victoire des armées blanches qui pourrait potentiellement permettre de le libérer et donc de donner un chef à l'opposition monarchiste, ou si c'est tout simplement une manière de se débarrasser de l'ex-souverain, puisqu'il a abdiqué depuis. Mais il est effectivement, il est abattu avec toute sa famille, sa femme, ses enfants, et si je ne me trompe pas, sa gouvernante et son avocat, dans une cave, alors que personne responsable, censé être ses gardiens, lui font croire qu'ils vont prendre une photo de famille, et ils mitraillent tout le monde. Ouais. Ce qui est une fin assez horrible, qui d'ailleurs fera entre guillemets leçon pour beaucoup d'autres régimes, même révolutionnaires, communistes et autres.
y compris la Chine, qui se rendront compte que c'est une manière assez, même si le personnage, même si le tsar c'est pas forcément quelqu'un de gentil ou d'agréable, méchant. enfin c'est Voilà. un homme politique quoi. Je veux Finalement, dire, voilà. malgré tout, les monarques ne sont dans le fond que des hommes politiques qui héritent de leur Ouais. poste politique, hein, d'une certaine manière. Mais voilà, le fait de la manière dont ils l'ont assassiné est évidemment assez dérangeante, même pour des communistes, puisque petit aparté, c'est de cette erreur que vont apprendre les communistes chinois lorsqu'ils vont mettre la main sur le dernier empereur de Chine après la défaite du Japon en 45, l'empereur Puyi. Ils vont décider au contraire de le réformer, donc il va être envoyé en camp de réformation. Ensuite, il va devenir balayeur public avant d'être intégré dans le parti communiste et de finir sa vie comme cadre du parti communiste. Ok. Oh, Donc donc de ce côté-là, voilà, grosse victoire de propagande du régime chinois par rapport au régime Ah soviétique. bah là, ouais. de ouf. Wesh. Un 6 mai, on a un autre individu très important, cette fois-ci pour les sciences sociales, bien que son héritage soit particulièrement contesté et particulièrement critiqué, notamment parce que certaines de ces théories ont amené, on va dire, tout un tas de pensées un peu négatives. En tout cas, elles ont été utilisées de manière très très négative, notamment donc au XXe siècle. Mais malgré tout, il a mis le doigt quand même sur un certain nombre il a déclenché, plutôt que de mettre le doigt, il a déclenché un certain nombre d'études, un certain nombre de travaux. Ok. C'est un individu qui avait quand même, semble-t-il, pas mal de problèmes personnels et qui ont beaucoup influé sur son propre travail et sur ses propres conclusions. En quelle année tu dis du coup Au XXe siècle, il est né en 1856 et il est mort en 1939. C'est un Autrichien à la base. Ah. Je vois pas du tout. C'est Ça commence assez par un dur. H ou pas? Ah, non, ça ne c'est commence pas par un ça peut H. pas être un H. Sciences sociales, bof. Par contre, de mémoire. C'est quoi, c'est Alors Mouse non, C'est il a Mouse été menacé. Il a été menacé. Pardon, je confonds peut-être avec un autre. Il a été menacé par le régime de H. C'est pour ça qu'il est mort à Londres et pas à Vienne. C'est Mouse ou Durkheim Non, c'est Sigmund Freud. Ah, c'est Freud, ok. Ah, Qui est né ah ainsi. oui. Ah, c'est pour ça que j'avais du mal à trouver un moyen de faire, parce que psychanalyste tout de suite, ça serait. Ah bon, on a retrouvé direct, oui. Ok. Voilà, donc psychanalyste très connu. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je connais assez peu son travail. Ok. En dehors de, c'est parce que vous avez envie de baiser votre mère. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc, Tout le monde adore. et enfin, on a un réalisateur, metteur en scène, acteur, producteur, scénariste, qui est né un 6 mai 1915, qui est décédé en 85, un auteur qu'on peut voir dans beaucoup de choses. Il est célèbre pour... alors je vais pas vous dire si ce sont systématiquement des... Ouais non, si je vous dis les films, le problème c'est que ça va être extrêmement simple, ça va être presque plus la vitesse, puisqu'il s'agit de la personne qui a créé l'émission parodique La Guerre des Mondes à la radio, et il a créé en termes de films, alors attendez, est-ce qu'il y a la liste? Je pense qu'il doit y avoir une liste de tous ces films. Il manque les films en fait pour réagir, je crois. Tac, ouais, mais j'essaie de, parce que le premier, franchement, voilà, malheureusement, ça va être trop simple. Il a fait genre une émission de radio parodie qui s'appelait La Guerre des Mondes. Alors c'est pas une émission, alors, parodique, c'est un peu, c'est pas une émission de radio parodique, mais c'est alors, si je me souviens bien, en tout cas, l'un des épisodes est une piège entre guillemets. Ah oui, je vois. Si je me trompe pas, en tout cas. Ouais, c'est Bah, dans cette fameuse émission où en fait ils font passer un canular comme quoi vraiment les Si je me extraterrestres trompe vont pas, débarquer. après peut-être que je me trompe de personnage, parce que je ne le connais pas non plus pareil. Ces histoires me parlent. En tout cas, il a créé tout un tas de films. Bon, bah, je vais vous donner la liste des films, mais ça va se faire à la vitesse. Hein. Citizen Kane, La splendeur des Amberson, Conflit avec la RKO, Le criminel, La dame de Shanghai, Macbeth, Le troisième homme, Othello. Ah bah Shakespeare bien sûr. Moi, je suis désolé, ça fait partie des trucs dont je me suis spoilé en consultant tout à l'heure, donc je peux pas. Oui, tu peux le dire parce que Mais c'est Orson Welles.
C'est Orson Welles. Moi, j'aime pas trop les voleurs Et les et les fils de pute. Mhm. Mais si t'as fini avec les naissances, j'en ai vu 2-3 passer que je trouve très très drôle. Je sais pas si t'avais fini ou pas. Avec les naissances, oui. Vas-y. Parce qu'il m'a semblé voir passer, si je dis pas de conneries, Georges Clooney. Qui est né en 61, du coup un 6 mai. Et j'ai vu passer Maître Gims aussi, je crois. Ainsi que Christian Clavier, Christian. qui est ainsi. Exactement. Donc, beaucoup de choses. Le truc, c'est que la liste est très longue, donc Oui, il y en a plein, plein. il y en a plein, c'est ouf. Et après, il s'est passé aussi beaucoup de choses. Des 6 mai. Donc, j'ai découvert que, notamment, un 6 mai 1210, la cathédrale de Reims avait subi un incendie. La fameuse cathédrale dans laquelle étaient sacrés les rois de France. Ok. Détruit la cathédrale carolingienne. C'est aussi la date en 1527 du sac de Rome par les troupes de Charles Quint, Ok. notamment parce que leur chef venait de mourir alors que le siège avait été mis en place. Ce qui fait que les troupes, dont une partie sont des troupes allemandes protestantes de Lansquenet, se retrouvent du coup avec une direction très lâche, et du coup les troupes se jettent à l'assaut de Rome et vont piller la cité, et ça va rester dans les mémoires parce que notamment ça a donné un très bon son, une très bonne musique de Sabaton sur les gardes suisses qui ont permis au pape de s'échapper juste à temps et de se réfugier dans la forteresse du château Saint-Ange, ancien mausolée de Adrien, je veux pas dire de conneries, je ne sais plus du tout, je sais que c'est un mausolée qui a été transformé en forteresse. Mais quoi qu'il en soit, là, la vie est passée à sac et ça va durer pendant très longtemps, puisque je veux pas dire de bêtises, oui, ça dure quasiment un an de sac, dans laquelle les troupes occupent la ville et font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Généralement des trucs hyper sympas. Bah voilà, on va Plutôt pas bonne détailler. ambiance, quoi. C'est aussi la date de début du siège de Cusco, lors duquel les Incas vont tenter d'assiéger les Espagnols, menés par le fameux conquistador Hernando Pizarro, réfugié donc dans la cité impériale Inca avec ses troupes et avec ses alliés amérindiens. Le siège donc va durer apparemment 10 mois et les Espagnols vont quand même finir par l'emporter. Alors il faut dire aussi que les Espagnols, Pizarro notamment, arrivent avec un gros avantage entre guillemets, même s'il a sans doute pas prévu ni réalisé bien avant. C'est une pandémie, la grande pandémie qui se déclenche avec l'arrivée des Espagnols sur le continent américain et qui va tuer certains en tout cas estiment jusqu'à 90% de la population amérindienne, notamment à cause de bactéries avec lesquelles ils n'avaient jamais été en contact auparavant. Malgré tout, l'exploit de Pizarro, tout comme d'ailleurs l'exploit de Cortés de s'emparer des deux grands empires d'Amérique, à cette période en tout cas, reste quand même assez délirant, puisque si je ne me trompe pas, Pizarro débarque dans l'Empire Inca avec quelque chose comme 180 conquistadors, alors que l'Empire des Incas s'étend sur la quasi-totalité de la cordillère des Andes, de l'actuel Équateur jusqu'au bout de la pointe enfin pas tout à fait la pointe, mais en tout cas jusque à peu près, si je ne me trompe pas, au milieu du Chili. Donc un empire quand même assez gigantesque, conquis finalement avec assez peu de moyens par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Bon après, là encore une fois, Pizarro, il bénéficie non seulement de la maladie, mais aussi d'une guerre civile qui se déclenche dans l'Empire Inca à ce moment-là, de la même manière que Cortés avait bénéficié des oppositions à l'Empire Aztèque d'autres tribus, sur lesquelles il va pouvoir compter pour renverser l'Empire Aztèque. Mais je vous renvoie à plein d'autres vidéos de DTDR qui, je crois, traitent des Amériques et Tout à fait. des invasions espagnoles. Tout à fait. Même si c'est vrai que les Incas, on n'en a pas trop parlé. Enfin, Nico, on n'a pas trop parlé. C'est tout parlé des Moche une fois que je vous envoie à sa chronique qui était très intéressante parce que ça a été un de ses sujets d'étude au cours de sa vie universitaire. Un peu plus proche de nous, peut-être en 1877, un 6 mai, on peut assister aux États-Unis
à la reddition de Crazy Horse, de son vrai nom, Ces chevaux ont le feu sacré, un personnage assez important de ce que les Américains appellent les guerres indiennes, puisqu'il est l'un des compagnons de Sitting Bull, et il est l'un des chefs amérindiens qui va notamment participer à la destruction de la troupe de Custer, du général Custer, un événement assez célèbre, parce que c'est une défaite assez cuisante pour les Américains, et il va en infliger plusieurs. En défendant longuement les territoires de sa tribu et des tribus alliées face à l'expansionnisme américain dans l'ouest de ce qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et un personnage donc qui est assez qui est intéressant. haut en couleur. Je me permets, puisque je vois que tu parles de l'Amérique, et je me rends compte que c'est aussi un 6 mai 1861 que l'Arkansas fait sécession de l'Union pendant justement la période de la guerre civile. Et je me rends compte qu'il s'est passé quand même pas mal de choses un 6 mai pour les US, puisque en 1863, c'est la fin de la bataille de Chancellorsville, qui est une victoire du coup des Confédérés avec le général Lee à leur tête. Et 1864, c'est la fin de la bataille de Wilderness, pareil aussi aux États-Unis, du coup pendant la guerre civile. Et je te coupe juste parce que en t'écoutant et en regardant un peu ces différentes pages, je suis tombé sur une citation de Ulysses Grant, du coup le général en chef des armées nordistes, qui au cours de la bataille de Wilderness a dit ces mots à ses officiers, je cite, du coup je mets entre guillemets: « J'en ai par-dessus la tête d'entendre ce que Lee va faire. Vous avez toujours l'air de croire qu'il va nous faire un double saut périlleux et atterrir sur nos arrières ou nos flancs à la fois. Regagnez donc votre commandement et essayez de penser un peu à ce que nous allons faire plutôt qu'à ce que Lee est en train de faire. » Et je trouve ça très drôle parce que j'ai vraiment l'impression que le mec est ultra blasé quand il dit ça. Voilà, il en peut plus. Le mec est au bout, c'est en mode vous me cassez C'est les couilles là. Oh, franchement, genre, vous me saoulez. Voilà, je te rends la parole, pardon. Non, mais j'en prie. L'intérêt c'est aussi que voilà, si vous avez des trucs à dire à chaque fois sur ces événements ou quoi que vous voulez développer, je suis contente de lire 2-3 ceux qui me paraissent le plus impactant. Par exemple, le fait que en 1910, un 6 mai, meurt le roi Édouard VII, roi du Royaume-Uni et fils de la reine Victoria, et c'est son fils, le nouveau George V, qui monte sur le trône. Il est donc roi britannique, mais aussi empereur des Indes. Peut-être avec la reine Victoria, l'un des souverains britanniques qui trône sur l'empire le plus puissant du monde au moment de son apogée en termes de puissance. Ok. Le 6 mai en France, en 1932, c'est aussi le jour de l'assassinat d'un président de la République. Paul Doumer est assassiné par un exilé russe, ce qu'on appellerait en tout cas un exilé russe aujourd'hui, Paul Gorgoulov, qui se revendiquait comme fasciste russe. Il reproche notamment à la France de ne pas avoir suffisamment combattu les bolcheviks en Russie. Et il assassine le président à une réunion des anciens combattants, des écrivains, des anciens combattants, et il l'assassine à bout portant, à coups de pistolet, le président mourant le lendemain. Un événement qui est assez marquant dans l'histoire politique, surtout qu'ensuite, outre les nouvelles élections, la France perd un président qui était particulièrement un peu plus impliqué en tout cas peut-être que d'autres, puisque la Troisième République est un régime parlementaire dans lequel le président n'a quasiment aucun pouvoir, d'où la présence du président à littéralement un salon de lecture. Mais c'était un président qui, semble-t-il, avait la volonté de remilitariser activement la France. Qui sait ce que ça aurait pu donner dans le contexte des années 30. Les années 30, c'est aussi un 6 mai le jour de l'accident du Hindenburg dirigeable qui va qui va s'enflammer à quai, tuant tous ses passagers, 36 victimes si je ne me trompe pas. Alors non, il y a des gens qui vont survivre, je vous dis des conneries, il y a 35 morts, dont 21 membres d'équipage, mais il y avait 97 personnes à bord, ça fait quand même quasiment une personne sur deux, une personne sur trois, mais surtout l'accident du Hindenburg est photographié de manière assez impressionnante et va participer à la fin définitive de l'utilisation du dirigeable comme un moyen de transport aérien viable. Là-dessus d'ailleurs, on a encore les dirigeables, même s'ils commencent un peu à revenir sur le devant de la scène pour des questions écologiques, puisque ça consomme quand même très très peu. Les dirigeables sont un peu revenus ces derniers temps, ils ont un peu plus la cote, bien qu'il n'y ait aucun projet à l'heure actuelle réel et concret de compagnie, en tout cas, de dirigeables.
D'ailleurs, j'ai pu voir passer aux infos récemment que l'une des compagnies françaises en charge de proposer de nouveaux dirigeables pour faire du transport et de la maintenance en haute altitude, malgré ses 90 millions d'euros de finances publiques, n'avait pour l'instant rien produit, ce qui posait des questions sur ses capacités réelles, d'autant plus que les scientifiques semblent douter assez lourdement de la viabilité du projet. Notamment parce que si on n'a que deux choix pour faire voler un ballon dirigeable, soit l'hydrogène qui, comme l'accident du Hindenburg nous le montre, peut être dangereux parce que l'hydrogène ça s'enflamme assez facilement, soit de l'hélium qui est produit en très petite quantité dans le monde, et pour vous donner une idée, il faudrait pour faire le plein d'un dirigeable à l'hélium, il faut compter entre 8 et 10 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Le 6 mai, c'est une journée donc dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses. Si vous aimez bien l'espionnage et si vous avez un petit peu l'âme au complot, c'est aussi le jour où est retrouvé en 1996 le corps de William Colby, ancien directeur de la CIA, qui est retrouvé mort par noyade après être tombé de son canoë après ce qui est qualifié par le médecin légiste de crise cardiaque. Mais bien sûr, si vous aimez bien voilà, petit plus pour les rôlistes et pour les scénaristes qui nous écoutent, si vous avez envie de faire un scénario assez alambiqué, voilà de quoi tenter quelque chose en tout cas. Et on peut finir. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'allais dire, j'en ai un du 6 mai aussi. Ah. C'est une... Bah vas-y, et puis après on finira sur autre chose. Je vois la mort du 6 mai 1952 de Maria Montessori. Vous connaissez Montessori? Oui. Ouais, École. Ouais, la pédagogie Montessori. Et donc du coup, effectivement, des écoles qui ont fini par fleurir plutôt pas mal d'ailleurs en France. Même si Montessori est italienne, hein, rappelons-le. Donc voilà, non, je l'ai vu passer sur la liste, je me suis dit, oh tiens, à toi. Et puis donc, ouais, voilà, puis pour pas plus vous ennuyer, alors j'essaie de vérifier quand même si la date est bonne, c'est ça. C'est un 6 mai 2002 pour être plus proche dans l'espace, dans le temps et aussi dans l'espace de nous, qui fondé la compagnie SpaceX par Elon Musk. Oh, ok. Compagnie qui Qui ça? par un certain Elon, par un brillant inventeur et milliardaire africain. Donc compagnie qui, comme tout le monde le sait, a quand même bon, bref. a aussi quand même poussé peut-être à minima en tout cas à réintéresser certaines personnes à la conquête spatiale et à proposer des choses, en tout cas des projets intéressants. Après je ne saurais pas te dire, après si tu as des infos, si tu veux nous en parler sur la réalité, je sais que j'avais cru comprendre en tout cas que leur atterrisseur vertical pour les modules de fusée avait l'air de marcher, ce qui était potentiellement intéressant, mais je ne sais pas plus, à part que les Américains utilisent sa compagnie pour faire plus de trajets commerciaux. Ça, j'avoue, moi je connais pas spécialement les détails à ce niveau-là. Je sais juste que l'individu a tendance à me débecter un petit peu, mais Oui. mais voilà. Alors, c'est là, moi aussi. C'est ça, j'en reste là-dessus. C'est sûr que la personnalité d'Elon Musk, elle est... Voilà, elle est... comment on pourrait dire de manière simple, voilà. Elle est contentieuse, elle est... Voilà. Bon, après moi c'est plus SpaceX parce que j'aime bien l'espace, j'aime bien l'exploration spatiale, c'est un truc qui m'intéresse, donc. Je peux comprendre. Le fait qu'il y ait toujours des gens qui malgré tout se passionnent pour essayer de continuer vers les étoiles, à nous pousser vers les étoiles, je trouve ça assez sympa, quoi, même si le grand patron est pas tip top. est pas très sympathique, mais à ce titre-là, bon, il faut pas regarder le grand patron de la NASA qui a envoyé des hommes sur la Lune. Faut pas regarder les grands patrons tout court, en fait. Ouais, mais alors celui de la NASA, c'est un peu spécifique. Et bien justement, nous allons C'est-à-dire parler que du patronat aujourd'hui. Si vous voulez. Vous avez la soirée. Voilà, enfin, on pourrait en parler parce qu'il y a deux autres trucs, effectivement. Je me suis dit, bon, ainsi, mais est-ce qu'on va en parler? Non, peut-être pas. En tout cas, en 2007 et en 2012, un 6 mai se sont produits
respectivement 2 élections, Eh oui, celle de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Hollande. eh oui. Voilà, Monsieur Karcher est l'ennemi de la finance, qui, comme tout le monde le sait, ont été respectivement très efficaces Ah bah ça c'est sûr. dans leur Dans leur leur gouvernance. gouvernance. voilà. Donc on finit avec une note joyeuse. Yes. Bah merci beaucoup du coup Franck, merci à toi. Pareil, moi je suis pas aussi réactif que Mika mais j'applaudis quand même. Je tiens à préciser pour les amoureux de l'espace qu'il existe une émission de rien et de tout avec Benoît et Benjamin où ils vous parlent pendant 1 heure et des brouettes de l'espace de manière générale et du devenir un petit peu spatial dans le futur. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Les de rien et de tout sont souvent pas regardés parce que c'est que des discussions, mais ça reste chouette quand même malgré tout, donc n'hésitez pas. Mais quelqu'un qui est également chouette et qui veut nous parler non pas de quelque chose qui s'est produit le 6 mai, encore que puisqu'il est lié en ce moment même, eh ben je te laisse la parole Roman justement. Ah, merci. Mais je t'en prie, merci à Moi, toi. je suis actuellement à Fort-Calquier. Est-ce que vous savez où c'est? Absolument pas. déjà Les 2 autres, non, ça vous dit rien non plus? Je connais 2 noms, mais je ne sais Ouais. plus où c'est. Je sais que Alors, j'en ai si déjà je vous entendu dis parler. Manosque. Vous voyez où c'est à peu près, Manosque? Ah, Eh ben non, C'est hein. On dans est le- dans c'est le dans- 0. C'est dans Voilà. le combien? On est dans le 04. On est dans les Alpes de Haute-Provence. Ah c'est ça, ok. C'est le sud que je connais pas. Ah bah, bah, c'est un sud très très sympa, va falloir venir. Hein. C'est- On y est Est-ce bien. est-ce que c'est proche de la frontière italienne? Hmm, Ah non, tu t'en rapproches par tu rapport t'en à rapproches, ouais. Mais- Oui, non, mais non, non, c'est pas d'accord. si c'est ça. Non. C'est au-dessus d'Aix-en-Provence. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Entre Aix et Digne. Tu serais pas sur Google Maps? Non. Qu'est-ce Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, l'instinct. Eh bien, si vous voulez aller voir sur internet, mettez Fort-Calquier et voyez des petites photos de la ville et de l'ensemble. Ça a l'air très parce que joli. ça- C'est à l'est du Luberon en fait. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, je vais me balader la semaine prochaine dans le Luberon. pendant Ah, tu toute vas une voir, c'est semaine. magnifique le Luberon. Ah, c'est ce qu'on arrête C'est pas un de truc me de dire, ouf. donc voilà, Ouais, ouais. faut que tu ailles faire les carrières d'ocre et tout. Enfin bref, je digresse. Pardon. Ouais, Tu me feras une liste, moi. Oui, bien sûr. Je ferai ça, je t'enverrai ça tout à l'heure. Ça me va. Eh bien, en tout cas, voilà, Fort-Calquier, c'est la cité des 4 reines. Alors déjà, de Oh. base, il y a beaucoup de choses à voir à Fort-Calquier, mais sachez qu'il y a... Alors, il y en a beaucoup qui parlent de légende des 4 reines de Fort-Calquier. Finalement, c'est pas franchement une légende. On est au XIIIe siècle. Nous avons un comte de Fort-Calquier, un souverain de Provence et de Fort-Calquier qui s'appelle le comte Raymond Béranger V. Et lui, il s'est marié avec une certaine Béatrice, et ensemble, ils ont eu 4 filles. Et ces 4 filles, en fait, sont devenues 4 reines. On a Marguerite, Éléonore, Cincy et Béatrix. Alors Marguerite, eh bien, c'est la chère épouse du roi de France, Louis IX, notre fameux Saint-Louis. Oh, ok. Ensuite, nous avons Éléonore. Éléonore, elle a épousé en 1235, Henri III, roi d'Angleterre. Ensuite, on a Sancy, qui elle a épousé en 1242 à Westminster Richard, le comte de Cornouailles, qui Ok. devient ensuite roi des Romains, empereur d'Allemagne. Ah ouais, quand même. Quand même. Pas rien. Et la dernière, c'est Béatrix, qui elle va se marier en 1246 à Charles Ier d'Anjou, qui est purement et simplement le frère de Saint-Louis. Ok, Oui. d'accord. Voilà, donc on a déjà un petit panel historique fort sympathique. Et d'un point de vue historique et architectural, Architectural. nous avons la citadelle de Fort-Calquier. Donc, Ok, si vous Elle est êtes très jolie. Elle est perchée, là. Voilà, C'est magnifique, c'est ouais. très joli. Dessus du vieux Fort-Calquier, c'est une petite balade. Ça monte, mais c'est pas si terrible que ça. Ce qui est intéressant d'aller voir en fait à cette citadelle, alors déjà elle est toute petite. Si vous pouvez y entrer, c'est plus l'après-midi, histoire de choper le gardien de la citadelle et lui demander d'ouvrir et de voir à l'intérieur. J'ai eu la chance, il y a 1 mois, de pouvoir rentrer dans cette citadelle avec une famille qui chantait à l'intérieur. C'était magnifique. En plus, avec un coucher de soleil, donc le coucher de soleil qui passait par les vitraux. C'était beau. C'était très sympa, sachant que Fort-Calquier, j'y vais depuis que je suis toute petite. Ok. Et je crois que c'est la première fois que je suis rentrée dans la citadelle.
Voilà, il a fallu que j'attende 28 ans pour rentrer dans cette fameuse citadelle. Mais c'est fait maintenant. Et It's juste done. la citadelle, je sais pas si vous voyez sur les photos, mais il y a un carillon. Alors, suivant les photos que vous avez peut-être soit Ah oui. l'ancien carillon, soit le nouveau, qui est un tout à fait contemporain, qui a été changé il y a quelques années, complètement restauré. Les cloches portent les noms de toutes les personnes qui ont contribué financièrement à refaire ce carillon. Le carillon, en fait, c'est traditionnel à Fort-Calquier. C'est tous les Fort-Calquiérains, Fort-Calquiéraines ont participé à refaire ce carillon. Ok. Parce que tous les lundis, au marché de Fort-Calquier, qui est l'un des plus grands marchés de France, il y a le carillon qui chante. Attends, on peut Et ça, l'écouter? Je vous mets un lien dans le Discord. T'en as trouvé un? Ouais, j'en ai Oui, trouvé un. Regardez, hop. c'est génial. J'ai quelqu'un qui joue du carillon. Hop. Ouais, c'est ça. C'est chouette, hein. Mm. Ça fonctionne vraiment comme un orgue, en fait. C'est des espèces de palettes. Ouais. Et ça, en fait, le carillon, vous l'entendez de partout dans la ville. Ah ouais? Quand il joue, vous l'entendez de partout. Je suis chez ma grand-mère, je l'entends. On est dans la montagne en face, tu l'entends. On est au pied pendant le marché, tu l'entends. Tu l'entends de partout. Ok. Et tous les Fort-Calquiérains, Fort-Calquiéraines qui sont là, pour eux, la citadelle et le carillon, c'est au-delà d'emblématique, comment dire, c'est une identité. C'est leur identité. Et c'est pour ça en fait qu'il y a ce nouveau carillon qui est arrivé il y a quelques années. Les cloches sont arrivées sur un camion parce qu'il fallait refaire la fonte des cloches, etc. Ça a été, mais limite la flamme olympique, tu vois, qui venait d'arriver à Fort-Calquier. Ouais. Même quelque chose. Voilà, on avait reçu un petit papier dans la boîte aux lettres pour dire attention, ce jour-là, il y a les cloches qui arrivent. Ouais, Ok. voilà. Donc ça, c'est une partie de Fort-Calquier et pas des moindres. Mais il y a d'autres choses aussi à voir avec Fort-Calquier, il n'y a pas que ça. Donc certes, tu as la balade pour aller jusqu'à la citadelle. En plus de ça, la vue sur la ville et les montagnes environnantes est magnifique. Mais on a aussi le couvent des Cordeliers. Le couvent des Cordeliers et son superbe jardin. On a un endroit juste à côté justement du couvent des Cordeliers et à l'intérieur, il y a le musée Artemisia. Le musée Artemisia, il est en lien avec l'université européenne des senteurs et des saveurs de Fort-Calquier. Il y a des choses super sympas à Fort-Cal et sachant pour la petite anecdote que c'est c'est une des villes qui n'a aucun feu. Je veux dire, il y a pas de feu rouge, feu vert pour les voitures. Tu n'as aucun feu. Nada. Ouais, je sais. Ouais. Et ça, c'est un truc. Si jamais il y a un maire qui met un feu, à mon avis, toute la ville est mise à feu et à sang. C'est le truc qui n'a jamais existé à Fort-Cal. Fort-Calquier, vous avez aussi la librairie de la Carline, parce que c'est une librairie qui est fort sympathique, juste à côté du musée Artemisia. Vraiment, on fait tout à pied quand on est à Fort-Calquier. On pose la voiture quelque part et on fait tout à pied. On est tranquille, c'est très sympathique. Et on a alors ça, je sais plus comment elle s'appelle par contre. C'est une biscuiterie, la biscuiterie de Fort-Calquier, qui est très connue aussi, plutôt à l'extérieur d'ailleurs que de Fort-Calquier. Vous pouvez la trouver sur internet si vous voulez. Et on y mange des bons gâteaux à l'amande. Cool. Yes. Qu'est-ce qu'on a? On a des super chefs pâtissiers, on a des super bons glaciers, mais ça après c'est le côté bouffe, donc vous me connaissez, c'est normal. Mais on a un bon pâtissier que j'ai testé samedi. Ça fait 1 an et demi qu'il s'est posé à Fort-Calquier, mais je l'ai découvert que là. Et on est plutôt sur des desserts du style gastronomique en fait. Ok. Avec des mélanges assez surprenants et explosifs en bouche. Très, très sympa. Tu peux même t'installer en mode salon de thé pour boire ton petit thé et manger ton petit gâteau. Voilà, t'es bien, t'es tranquille. Qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, aux alentours, nous avons Man. Et alors, Man, on a un château aussi qui malheureusement n'est pas visitable puisqu'il est privé. Néanmoins, pas bien loin, on a aussi un château privé mais qu'il est possible de visiter quasiment tous les jours, arrivé à 15h au château. C'est le château de Sauvant. Et le château de Sauvant, là pour le coup, j'y vais depuis que je suis
dans le ventre de ma mère. Ouais, ok. Mais j'y vais très très souvent. J'y suis très souvent allée quand j'étais petite. Depuis que je suis grande, entre guillemets, une grande adulte, une grande enfant. J'y vais au moins une fois tous les 2 ans. Voilà. Ok. On est sur un château, alors qu'on appelle aussi le Petit Trianon de Provence. Ok. Voilà, un château du XVIIIe siècle. Mais ça, j'en parlerai par contre dans un autre épisode. Ok. Parce que on peut franchement y consacrer un petit épisode de podcast. Du teasing, donc. Ok. Ouais, avec petit teasing avec Madame de Forbin. Il y a une histoire fort intéressante avec notre chère Marie-Antoinette. Je n'irai pas plus loin. Ok. Voilà. Man, vous y trouverez aussi les fameux parfums de Colline de Provence, pardon, qui sont très reconnus aussi, qu'on trouve de partout. Et ben, ils sont fabriqués à Man. Voilà, c'est une petite ville, mais vraiment, c'est limite un gros village, tu vois, si tu veux, Ouais. Man. Et ben, tu as cette fabrique qui est là, qui ne gêne pas forcément. D'ailleurs, d'un point de vue visuel, en pleine campagne, ça va. Il y a des choses beaucoup plus moches, là, franchement, il n'y a pas de problème. Et on a aussi la fabrique de cosmétiques d'aloe vera Ciel d'Azur, où tout est fabriqué sur place. Je sais pas si c'est visitable, ça me plairait bien, parce qu'il y a quelques serres qui sont aux alentours. Mais voilà, c'est tout à fait possible d'aller là-bas. Côté bouffe, à Man, vous avez un restaurant incroyable qui s'appelle la Reine des Prés. J'ai mangé ma meilleure crème brûlée de toute ma vie. Oh. Voilà. Ok. Et pourtant, j'adore les crèmes brûlées, j'en ai mangé quand même pas mal. Mais alors, celle-ci, elle est faite justement à la Reine des Prés. Elle est incroyable. Voilà. Elle est... Pour faire court, la première fois que je suis allée à ce restaurant-là, on avait bien mangé quand même, entrée, plat, dessert. Je me suis servi un deuxième dessert. Une deuxième fois, une crème brûlée. J'ai mangé 2 fois le même dessert. Mais elle était trop bonne. Donc voilà. Donc bizarrement, la deuxième fois, on s'est souvenu de moi. Je suis retournée. On m'a dit le dessert crème brûlée. Oui, merci. Si, après, on a pas loin de Fort-Calquier. Ouais, quoique, pas loin. Pour celle-là, on est plutôt à 40 minutes. Il y a le village de Banon. Alors là, on est plutôt sur un petit village dans la colline. Pour y aller, la route zigzague un peu. On passe par les rochers d'Angle, justement. Et à Banon, il y a une maison librairie qui s'appelle Le Bleuet. Vous pouvez aller regarder sur internet. Vous mettez Le Bleuet librairie. Et c'est trop mignon. C'est une maison qui a été réadaptée en librairie. Donc jusqu'au grenier. C'est une librairie. Alors au grenier, je crois que vous avez tout ce qui est architecture, etc. Ok. C'est très sympathique. J'avoue, elle est classe de ouf. Hein. Mais oui, elle est trop jolie. Et puis il y a une sculpture de bouquin en bois devant. Ouais, devant. Ouais, j'adore aller là-bas. À Oraison, on est plutôt à 20 minutes de Fort-Calquier. On a une confiserie-chocolaterie. Et alors celle-là, elle s'appelle François Doucet. Et celle-ci de chocolaterie est très sympathique aussi. Il y a plein de choses très sympathiques. Voilà, je me répète, mais on vit bien par là. Moi, je vais rester là d'ailleurs. Je vais rester là. Il y a de la bouffe, de la culture. Moi, ça me va. C'est ce qu'il faut pour vivre. Et alors Villeneuve, par contre, par rapport à Fort-Calquier, je ne sais pas où ça se trouve. C'est pas si loin non plus. Mais nous avons la fabrique de Terre d'Oc Haute-Provence, née du talent des femmes, qui est une fabrique de thé que vous pouvez retrouver. Alors, dans le Gard, j'en ai pas trop vu. J'en ai vu quelques-uns, mais sans plus de ces thés-là. Mais par contre, dans les Alpes de Haute-Provence, vous le voyez de partout. Vous mettez Terre d'Oc, ne serait-ce que sur Internet. Vous les trouvez très facilement. Et en fait, ça part d'une initiative uniquement féminine. Et je tiens à préciser que le thé fleur d'oranger est absolument incroyable. Voilà. J'en ai bu d'autres aussi, mais alors celui-là, il est rond, il est doux. Et on sent bien la fleur d'oranger sans que ça vous écorche le palais non plus. Donc j'ai envie de dire, c'est très sympathique. Ce sera le mot de cette chronique, c'est très sympathique. Ah, je suis désolée. Répéter, c'était n'importe quoi. Fort-Calquier, j'y vais depuis des années puisque c'est familial en fait, simplement, c'est très familial. Donc à chaque fois que j'y vais, je vois et ma famille et je me régale à faire toujours mon tour, que ce soit du marché le lundi ou du marché des artisans le jeudi. Et parce qu'il y a le marché des artisans, le marché des petits producteurs, on a... Ah bah tiens, une autre anecdote aussi. Vous connaissez Castaner? Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. J'imagine. Ouais. Moi, ça me dit rien.
Ça dit un, ministre. Ça doit être, Ouais. ça doit, Mais- doit pas être quelqu'un d'important. Non, ministre de l'Intérieur. Premier ministre, oui, ministre de l'Intérieur. Eh bien, il a été maire de Fort-Calquier. Ah bah ça, Et- si ça donne pas envie d'aller à Fort-Calquier, moi je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Non, mais pour le coup, en fait, sous son mandat, je fais pas l'apologie de Castaner, hein, mais il faut reconnaître quand même que sous son mandat, tout le côté bio et local d'un point de vue agriculture a été énormément mis en valeur. On a eu des ouvertures de Biocup et alors ça s'appelle Univers Paysan, c'est un petit magasin avec plein de producteurs à l'intérieur. Ok. Et ça s'est vachement bien développé. Voilà. Ok. Tout le monde y va, y a pas de... Par contre, je me souviens de Castaner en sortant d'un mariage sur son scooter et puis la petite cravate au vent. Voilà. Sur un scooter. What? What? Mais c'est là-dessus qu'il fallait que tu fasses une chronique. Il fallait terminer en fait l'épisode là. C'est ça, exactement, sur Castaner en scooter. Je vous laisse là-dessus. Tin, tin, tin. Terminer ta chronique, certes, et on t'en remercie bien évidemment, Roman. Voilà. Mais terminer l'épisode, ça dépend de Mika. Est-ce que Mika, on termine l'épisode sur ça ou pas? Eh ben, moi je sais pas, ça fait combien de temps qu'on enregistre, ça va dépendre un peu de ça. Non, aussi. t'inquiète, ça fait 1h09 qu'on enregistre, donc on peut s'arrêter là, y a pas de souci. Si vous voulez, moi je vous fais un petit truc vite fait. Petite reco. Vous savez, ouais, une petite recommandation. Allez. Vous savez que c'est toi qui m'avais trouvé ce titre d'ailleurs, Marc, à chaque fois que je le Oui, rappelle. c'est vrai. Je trouve que c'est toujours vachement bien. Ma chronique s'appelle Passion Mika. C'est vrai. Vous savez que je suis quelqu'un, j'ai plein d'ouvertures, de curiosité un peu partout, et des fois, ben, je tombe sur un truc et puis je vais à fond dedans. Ça dure pas forcément très longtemps, des fois ça dure un peu plus, des fois ça dure un peu moins. Mais en général, quand je fous la tête dedans, ben, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Et en ce moment, je suis tombé sur un gros os. Ah. Très très gros. Ouais. Je suis tombé sur quelque chose qui me bouffe littéralement tout mon Ah temps, ouais. qui est devenu une véritable addiction. Ouais, c'est un peu terrible. Alors non, il ne s'agit pas d'une drogue, quoique certains médias, un petit peu dans les années 80, auraient étoffé de le dire, puisqu'on titre encore hein, d'ailleurs sur ce genre de choses. Mon Dieu, mais les jeux vidéo, cette drogue, rendent-ils violents? Je ne sais pas, accro probablement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis tombé sur une petite pépite qui a été faite par un mec tout seul. Peut-être que vous en avez entendu Ah, je parler crois que si j'en ai vous entendu êtes, parler. si vous êtes un peu fan, en fait, d'une De petite gaming. série ouais, non, plutôt une ok. petite série qui a été pas mal mise en avant ces dernières années. Ça s'appelle Pokémon, je crois. Ah. Si ça vous évoque quelque chose. Et, Je suis pas sûre. voilà. Et en fait, il se trouve que bah, y a une énorme communauté autour de ce jeu, Bien bien sûr. entendu. Et parmi cette communauté, on trouve des créateurs de génie qui ont fait ce qu'on appelle des fan games, donc des jeux qui sont absolument pas commercialisés et diffusés par Nintendo et par The Pokémon Company, mais qui sont simplement mis à disposition et faits par des fans pour étendre un peu l'univers, ou tout simplement proposer une autre expérience de jeu. Et il y a un mec qui a quelques mois de ça, qui a proposé une expérience qui n'avait jamais été faite, qu'il a juste codé tout seul dans sa chambre pour ses potes à la base pour déconner. Et c'est devenu, en fait, il y a eu un engouement quasi mondial en fait sur ce jeu. Ça s'appelle Pokérogue. Est-ce que vous en avez entendu parler? Pokérogue, pas du tout, non. Ouais. Est-ce que vous êtes familier du concept des roguelikes? Des roguelites. Ouais. Non, moi je suis Ouais. pour dire. Ok. Alors, pour faire très simple, roguelike, ça vient d'un petit jeu des années 80 où le principe est très simple, c'est pomper sur les jeux de rôle de type Donjons et Dragons. Le principe est simple, tu commences, tu es au bas de ton échelle, tu dois grimper le plus haut possible dans le donjon. À chaque fois que tu rentres dans une salle, tu dois affronter ce qui s'y trouve. Et quand tu meurs, t'as perdu, il n'y a pas de pause. C'est pas comme dans un Zelda où tu reviens avec ton équipement existant, tu commences tout à zéro. Ouais. Et le premier jeu qui s'est appelé comme ça, c'était Rogue, d'ailleurs, qui a un petit peu inventé cette mécanique. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de roguelike, pour tout ce qui reprend en fait cette mécanique de quand tu meurs, tu reviens à ta phase initiale. C'est ce qu'on appelle un die and retry aussi, non? C'est un die and retry, Ok. exactement. Et donc le principe est simple, c'est que en fait tu vas essayer d'avancer le plus loin possible, tu vas finir par te casser la gueule et faire des erreurs, et le principe c'est d'échouer pour mieux réessayer, puisque du coup fort de ton expérience, tu vas revenir et du coup mieux te préparer, et vu que tu vas avoir des connaissances un petit peu plus approfondies, tu vas du coup avancer toujours un peu plus loin pour aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Et en fait le principe est hyper facile sur Pokémon, il fallait simplement y penser, c'est-à-dire que vous allez enchaîner les combats les uns après les autres.
Voilà, avec au début très peu de Pokémon, et puis au fur et à mesure que vous les affrontez, vous pouvez également les capturer pour du coup les débloquer pour vos prochaines fois. Voilà, et donc du coup, le concept est tout con, mais c'est le même que dans Pokémon, c'est-à-dire remplir ton Pokédex pour du coup faciliter ton aventure et toujours aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et vous débloquez en fait comme ça, tout simplement plein de combats, les uns après les autres, qui tous les 10 vous proposent une difficulté un peu augmentée, avec un boss, un dresseur, un champion d'arène que vous connaissez si vous avez fait les jeux, voire carrément des Pokémon légendaires, etc. Mais là où en fait le jeu fait très fort, c'est que c'est un jeu sur navigateur qui est codé par une seule personne, qui a fait ça complètement, de manière complètement autonome en fait. Et le jeu fonctionne extrêmement bien. On est passé, je crois, à plus d'une centaine de milliers d'utilisateurs, alors qu'à la base c'était pour ses potes. Et le jeu est ultra addictif. En fait, quand vous lancez une partie, vous pouvez pas vous arrêter, parce que du coup, vous voulez toujours aller plus loin. Vous voulez toujours capturer le Pokémon d'après en se disant, ah tiens, mais celui-là il est un peu meilleur, alors du coup il faudrait que je chope celui-ci. Et puis, ah mais mince, j'ai perdu contre tel dresseur à tel étage, et du coup j'aimerais bien y retourner, mais du coup je vais changer mon équipe et je vais mettre d'autres Pokémon à la place, etc. etc. Et du coup c'est une mécanique complètement addictive que vous retrouvez dans plein de roguelikes qui ont fait le buzz ces dernières années. Je pense notamment à Hades. Voilà, ces roguelikes là qui aujourd'hui font partie du paysage vidéoludique complet, qui sont ce qu'on appelle des GOTY, des Game of the Year, sans pouvoir complètement se comparer à ça, il en fait partie, et c'est une petite découverte que j'ai faite il y a quelques semaines qui aujourd'hui me bouffe un sacré temps, on va pas se mentir, parce que j'ai du mal à m'en passer, et voilà, je suis tombé dans la boucle, comme on dit. Donc voilà, si jamais vous voulez vous y essayer, c'est un petit jeu très sympa qui reprend un petit peu l'esthétique Game Boy fin de génération. Il y a plein d'options qui sont assez cool, le jeu est assez permissif, tout en étant exactement ce qui vous est vendu, c'est-à-dire un petit jeu passe-temps très sympathique, mais avec quand même pas mal de challenges et de difficultés sur certains points clés en fait de ces fameux étages. J'en dirai pas plus pour éviter de spoiler, mais vous avez vraiment de la difficulté, ce que certaines personnes reprochent aujourd'hui à Pokémon, justement, d'être beaucoup trop facile ou beaucoup trop moche aussi, accessoirement. Mais on en a déjà parlé. Oui, on te renvoie à ta chronique sur Pokémon, justement, qui était exactement, ta on en a déjà chronique. parlé là-dessus. Exactement. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est toujours incroyable à quel point du coup les communautés dans le jeu vidéo peuvent faire en fait pour ce jeu vidéo, et du coup le faire vivre, le faire perdurer. Et encore une fois, Pokémon nous le prouve. J'espère que ce gosse n'aura pas de problème. Alors spoiler alerte, il en a déjà, non pas avec Nintendo, mais avec du coup le succès fulgurant de son jeu, qui fait qu'il est malheureusement rentré dans une profonde dépression nerveuse devant l'engouement qu'a suscité son jeu. En fait, il s'attendait pas du tout. Et du coup, en fait, l'attente que ça a généré lui provoque un gros stress, et du coup, il a fait un peu un burn-out. C'est un peu malheureux pour lui. Mais d'ailleurs, j'en profite, vu que le mec a créé ce jeu tout seul, il a pas les droits normalement, techniquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il l'a créé sur un navigateur, donc il n'a pas utilisé un moteur de jeu de Pokémon, etc. En fait, il a simplement repris effectivement les Pokémon. Ça ne s'appelle pas Pokémon, si tu veux. Alors oui, peut-être que demain la Pokémon Company va lui tomber dessus en lui disant oui, tu n'as pas le droit d'utiliser l'esthétique Pokémon, etc. Mais il ne s'agit pas d'un vrai jeu Pokémon, pour le coup. Ce n'est pas un jeu d'aventure, c'est vraiment un petit navigateur à la cookie clicker. Du coup, si c'est un navigateur, tu as le lien pour nous l'envoyer là maintenant tout de suite. Bien entendu. Comme ça, il suffit simplement. Hop. Regardez, je vous le mets dans jeu discussion. Hop, voilà. Cliquez là-dessus et puis ça se lance, et puis voilà, c'est tout simple. C'est assez. Vous avez un petit didacticiel, mais c'est très simple, et évidemment ça paraît très simple de prime abord, mais plus vous découvrez, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il y a des petites subtilités qui du coup faut maîtriser pour pouvoir avancer le plus loin possible. Dans une partie, au tout début, vous avez uniquement accès au mode standard, le mode classique. Et le mode classique, il vous faut battre 250 étages, soit 250 combats, un petit peu plus quand il y a les dresseurs, etc. 250 combats que vous enchaînez, avec possibilité d'avoir une petite boutique pour vous mettre un petit peu de vie, récupérer des Pokéballs, etc. C'est assez complet en réalité, et c'est évidemment basé sur du hasard, ce qui fait que comme un petit peu dans Pokémon, des fois vous tombez sur des Pokémon parmi ce qu'on appelle des runs, parmi vos essais, et du coup des fois vous les avez pas à celui d'après, donc il faut composer votre équipe en fonction de ce que vous trouvez, et du coup c'est un petit peu là que réside toute la difficulté, même si au départ c'est vous qui choisissez quand même vos premiers Pokémon. Donc au début on a accès à tous ceux que vous connaissez bien entendu, les premiers starters, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Vous avez ceux de toutes les générations, globalement jusqu'à la dernière actuelle, et ensuite au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous allez en capturer qui vont vous les débloquer pour vos prochains essais, et c'est ultra addictif. Je n'arrive pas à décrocher de ce truc, c'est une catastrophe en vrai, parce que je devrais faire plein d'autres trucs, mais j'arrive pas à décrocher.
Je sais pas si on a envie de commencer à jouer comme ça. Hein. Ouais, je suis désolé. C'était pas pour vous. Voilà, c'était juste pour vous parler de névrose, quoi. Voilà. Mais non, franchement, le jeu est vraiment hyper cool. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment cool que ce genre de communauté perdure et continue d'exister via en fait des fans passionnés. Et c'était aussi pour rendre hommage en fait à cette communauté que je trouve toujours absolument extraordinaire et adorable de créer toujours autant sur un jeu où encore une fois on est manifestement laissé à l'écart par la communauté qui est censée, en tout cas les dirigeants qui sont censés rendre ce jeu de plus en plus beau et intéressant et qui chaque année nous déçoivent un peu plus. Voilà, c'est sur cette note parfaitement positive que je vous laisse. Oui, et puis et d'ailleurs c'est incroyable parce que j'ai réussi à faire mon inscription au jeu au moment où t'as commencé à dire cette phrase un peu triste et nostalgique, et la musique d'intro, enfin de présentation est ultra triste, donc ça marchait super bien. Oui, c'est un petit truc un petit peu mélancolique. Voilà, au c'est début, ça. Genre vraiment la musique du login, il est toute mignonne et tout. Et après quand tu lances le jeu, c'est les musiques du jeu, mais un peu remaniées pour justement éviter les droits. Mais elles sont très très chouettes. Ouais. Vous avez je sais plus, il y en a quelques-unes en fait, elles sont assez. C'est le problème en fait avec les musiques. Alors, c'est pas les musiques de Pokémon pour le coup. Ouais. Mais elles sont retravaillées. Ce sont des thématiques qui restent facilement en tête. C'est genre, vous avez 15 notes qui se battent en duel. Mais oui. Je sais pas, ça fait des petits jingles qui restent dans la tête. Et voilà. Et en fonction d'où vous êtes dans le jeu, vous allez voir qu'il y a plein de petites musiques différentes. Tous les 10 étages, je crois, pas ça change. Ok. Et c'est cool. Ouais, moi, je trouve que c'est. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui ont été mis. Je trouve que c'est plein de petits détails qui rendent ce jeu du coup hyper addictif là-dessus. Et très intéressant. Le jeu est en français. Alors pour l'instant, c'est une bêta. C'est-à-dire que tout n'est pas traduit, mais la plupart des noms d'objets, des noms de Pokémon sont traduits. Donc si vous voulez pas être dépaysé avec les noms d'attaque, les noms des trucs, vous pouvez le mettre le jeu en français. Par contre, la plupart des descriptions et la plupart des dialogues ne sont pas traduits en français. Il faut maîtriser un peu l'anglais, on va dire. Voilà. Mais effectivement, il y a une petite histoire. Ça aussi, je trouve ça assez cool. C'est-à-dire que vous allez croiser votre rival, et que votre rival a des choses à vous dire. Lisez-les attentivement si vous voulez tenter l'aventure Pokémon. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je galère pour choisir mon Pokémon, mais c'est pas grave. Je vais arrêter tout de suite. Oui, alors j'ai du mal avec les touches, mais ouais, effectivement, les touches sont à chier. Si vous avez un contrôleur genre type manette et tout, c'est vachement plus efficace. Parce que là, j'en chie. Parce que c'est compatible avec une manette et le type est un putain de génie. Voilà, je le dis. Pas penser à ceux qui n'auraient, parce que c'est plutôt fait pour des cas avec QWERTY, je crois. Et même comme ça, je comprends pas trop. Mais sinon, effectivement, c'est avec les touches. Enfin, c'est pas très évident, mais c'est avec X et C, X, C, E, les touches directionnelles, entrée. Enfin, c'est effectivement pas très très ergonomique. Mais si t'as une manette, ça marche très bien aussi. Ok, ça marche. Il faut appréhender et ça marche. Voilà. Et merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Mika, merci à toi Roman, merci à toi Faldor. C'est super chouette de vous avoir eu ce soir tous les trois. Non, c'est pas vrai. Pour ce 19e épisode de Tout et de Rien. C'est le dernier épisode normal de la saison 5. Et je dis bien dernier épisode normal puisque la semaine prochaine, chères auditrices et chers auditeurs, on se retrouvera pour l'épisode final de la saison, dans votre temporalité, en tout cas à vous. Et comme d'habitude, normalement, ce sera un épisode live qui aura été fait sur Twitch au préalable. Donc cette année, on a beaucoup d'avance puisqu'on est en mai et tout est déjà fini. Donc vous, chères auditrices et chers auditeurs, il vous reste plus qu'à dévorer tout ça si c'est pas encore fait. Et nous, les chroniqueurs, il ne reste plus qu'à se reposer un petit peu et à chiller la vie parce que voilà, c'est cool de chiller aussi dans l'existence. Ouais, de ouf. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Bisous à tous. Oui, gros bisous. Ciao. Ciao, ciao. Alors, c'est parti. Et là, Marc mourut.